Madame, Messieurs, bienvenue sur CCTV et vous regardez Kiosque, les directs, Karine et Bébé, derrière la caméra principale. Karine, bonjour. Très content de vous retrouver ce matin. Stéphane Bazouzi est à la caméra gauche, la caméra de Momo Djambé n'est pas encore occupée, lui-même n'est pas là comme d'habitude, donc pas de surprise. Doudou, comme d'habitude, réalise l'émission. Il y a aussi la participation de Géry qui est l'homme de la semaine. Géry, bonjour Géry, vous allez bien? On va se retrouver ici dans 2 jours, les vendredis. Merci également à Bruno Chibala, excusez-moi, Bruno Nzinga, qui est à l'exploitation avec nous ce matin sous la grande supervision. Son ombre plane sous l'émission Les Tout-Puissants, Romain Makonda. Je ne connais pas les postes, non, Romain. Voilà, c'est donc parti pour la partie présentation. Bienvenue les invités, ils seront 2 sur ce plateau. Le tout premier est là, on attend le deuxième. Mais d'abord, voici les menus de cette émission. La commission justice et paix de la CENCO qui s'insurge contre des injures proférées contre la CENCO. Vous avez suivi cette série de déclarations, levées de boucliers, même ceux-là, après leur échec, au niveau de leur messe écuménique du stade de Martyrs, on le croyait déjà terminé. Ils sont là, les confessions religieuses, avec Marine Bodo, qui ont fait une déclaration. On va en parler dans cette émission, ces vidéos de l'assassinat des experts onusiens qui fait parler d'elle, mais aussi Corneille Nangaa qui reprend l'activité avec une médiatisation qui ne dit pas son nom et des déclarations comme pour justifier je vais parler Corneille Nangaa qui parle des 2 options. D'abord la première, soit on n'enrôle pas les gens au Kasaï et qu'on puisse aller aux élections. Deuxième option, soit qu'on attende que la sécurité puisse s'est stabilisé pour que l'on enrôle les gens, mais avec comme implication, ça va peser sur les calendriers, ça va même peser sur les délais critiques de la CENI. Ce sont là les thèmes que nous allons tenter de développer, si le temps nous le permet, avec des invités qui seront avec nous sur ce plateau. Voici les titres des journaux ce matin. Révision du fichier électoral. Mamadou Diallo, les Kasaï ne doivent pas être laissés sur le bord de la route. Voilà, j'étais en train de vous en parler tout à l'heure. Forum des As écrit, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme, Grand Kasaï, 1,500 000 enfants en danger, 350 écoles détruites, un centre de santé sur 3 n'est plus fonctionnel, annonce l'organisation onusienne. Je vais terminer par Congo Nouveau qui écrit les PPRD insolvables. Ouf, c'est un peu anodin. Voilà donc les titres des journaux. Eliezer Tamboué de Tokomi Wapi avec moi sur ce plateau et à ma gauche. Eliezer, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Vous allez très bien? Oui, ça va. J'ai fait appel à vous expressément parce que d'ailleurs aujourd'hui vous devriez être à l'université. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. En attendant l'arrivée d'Israël Moutala qui est, je ne sais pas moi, quelque part. Eliezer, est-ce qu'on peut d'abord commencer par ces faits un peu divers? Les PPRD insolvables, ça c'est Congo Nouveau qui écrit. C'est vrai que de temps en temps on ne parle pas des questions comme ça, on est trop fiché dans la politique. Je vais lire quand même un paragraphe pour vous donner des éléments. Les partis présidentiels a réceptionné des chapeaux d'une valeur de 6 000 $ américains auprès d'un établissement privé dénommé établissement GMC, service domicilié à Kinshasa. Depuis près de 3 ans, l'entrepreneur Konde Onosamba Georges, résident actuellement en Guangzhou, en Chine, n'a jamais récupéré les soldes de sa créance auprès des dirigeants du parti présidentiel. Au lieu des paiements, le propriétaire est menacé de mort par les personnes non autrement identifiées. Est-ce que les partis présidentiels peuvent manquer d'argent pour payer une si modique somme d'argent, se demande le journal, ou plutôt une personne a-t-elle détourné l'argent déjà payé par les partis présidentiels? J'ai lu cet article en attendant l'arrivée d'Israël et de Moron Djambé. Il y a des décharges ici. Vendredi, le 1er juillet 2016, décharge. J'ai sous-signé Rebecca Mbunza avoir reçu 500 chapeaux, donc képi, 100% raïs entre les mains de messieurs Georges, signé aussi et des numéros. Et je vois encore une deuxième décharge. Moi, Rebecca Ngunza, reconnais avoir reçu 293 chapeaux d'entre les mains de M. Georges Condé pour une valeur de 1,500 $, donc 1,5 $ par pièce à payer ce samedi 14 mai 2016
pour les comptes de l'honorable Dunga. Donc, Kilanga, de l'honorable Dunia Kilanga. Voilà, Dunia est du PPRD. Est-ce qu'on peut rapidement commenter ces faits? Ça sort un peu de l'ordinaire. Hein? Non, Serge Kabongo, comment ça sort de l'ordinaire? C'est de la politique en même temps. Là, on parle du parti présidentiel. Le PPRD, ce n'est pas un parti de l'opposition. Ça fait partie des faits qu'il faut reprocher au régime. Parce que ça ne reflète que l'image réelle du pouvoir en place. Quand on parle de ça, pour moi, ce n'est pas une surprise, Serge Kabongo. Vous savez que le PPRD, bien que parti au pouvoir, ils n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de parcelles. Ils sont locataires là où ils sont en ville. Si vous ne savez pas, ils n'ont jamais payé le SNCC, qui est propriétaire de l'immeuble où ils sont depuis des années. Le PPRD manque-t-il l'argent pour s'acheter ne fût-ce qu'une portion de terre et construire? Parce qu'on ne peut pas prétendre être un grand parti politique sans avoir la volonté ne fût-ce que de construire son petit bâtiment. Attendez, ici il faut parler du PPRD ville de Kinshasa. On a cité Dunia Kilanga. Dunia Kilanga, c'est l'interfédéral du PPRD Kinshasa. Donc ça n'a rien à voir avec Mova. Il ne faut pas chercher un peu à... Hein? Non, ça a à voir avec le professeur Henri Mova-Sakani, l'Ikofi Araïsi, comme on l'appelle à Delvaux, parce que c'est lui le patron du PPRD actuellement. Ce qui s'est fait, on n'a pas dit qu'on a réussi les képis ou les chapeaux avec effigie PPRD ville de Kinshasa. Dunia Kilanga, certainement, lui, le PPRD, vous n'avez qu'à vérifier partout où ils sont. Ils ne font que louer des maisons et ils ne font qu'occuper les maisons d'autrui où ils ne paient pas. Il n'y a pas seulement le problème du chapeau. Aujourd'hui, si vous lisez bien l'article, vous allez trouver que le monsieur qui les a prêtés est sous menace de mort. Parce que on a Tchamboula Raïs, c'est ça le principe. C'est tout ce que les services font. Vous allez demander un service, on vous le rend. Au lieu de payer, non, vous commencez à menacer de mort les gens. Et c'est ça le comportement du PPRD. Nous sommes journalistes d'investigation, vous n'avez qu'à vérifier, Serge Kabongo. La maison qui est sur l'avenue Pumbu, où se trouvent les sièges du PPRD, où on danse, on distribue la bière, on donne de l'argent aux gens, mais c'est une maison en location. Mais les MSR a conçu son siège par le fait des cotisations des cadres et des membres. Comment le PPRD, mais c'est pas seulement le PPRD, même les MLC qui est à côté, les MLC aussi occupent une maison sympa, la maison du MLC. Donc il ne faut pas amener les débats sur le plan du PPRD simplement. Il y a beaucoup d'autres parties, hein. Faisons une analyse objective. Hein. Oui, mais il faut faire la différence entre d'abord le MLC et le PPRD. Très bien. Le MLC n'est pas au pouvoir, le MLC est dans l'opposition. Même alors, le MLC est sous-logé dans les bâtiments qui ont des liens avec son président. Très bien. Ça, c'est une précision d'État qu'il faut donner. Ici, nous sommes en face d'un parti qui est au pouvoir. Mais ce parti qui est au pouvoir, incapable de s'acheter une petite parcelle. Est-ce que c'est un problème de vision ou bien ce sont des gens, comme disait Mouzé, des opportunistes de tous bords? On dit chacun pour soi et les pouvoirs pour tous. Non, mais ça reflète juste l'image de comment le pays est géré. Mieux vaut encore que quelqu'un puisse se bâtir un immeuble de 12 niveaux, mais en ayant un parti politique qui est locataire, insolvable, j'ai dit. La SNCC, les autorités de la SNCC qui me suivent, savent que c'est les bâtiments de la SNCC, parmi les gens qui ont détruit la SNCC. C'est entre autres le PPRD qui est insolvable et qui occupe depuis des années ces bâtiments-là. On ne paie pas. Et aussi le pauvre monsieur qui se débrouille, vous allez demander un service, on vous offre la marchandise, mais $6 000, c'est quand même honteux. Même là où le professeur se trouve, c'est quand même honteux d'apprendre qu'un parti au pouvoir, je comprendrais encore si c'était Martin Fayoulou parce que lui est dans l'opposition. Je comprendrais encore si c'était Félix Tshisekedi parce qu'il est dans l'opposition. Mais là, alors, c'est le PPRD. Vimba. Ils sont chaque soir dans des bars, dans des bistrots, dans des boîtes de nuit. Allez-y, voir sur Mugila Gila. C'est Vimba. Ils sont là, mais des locataires, des insolvables, incapables de louer une maison. Aujourd'hui, c'est un paisible citoyen qui est victime de la barbarie du parti au pouvoir. C'est quand même regrettable si on doit vouloir gérer ces pays avec
ce genre de pratique. Alors, comment on doit encourager ces compatriotes qui se battent? Ma mémoire, si elle est bonne, j'aimerais quand même rappeler qu'en 2010, il y avait un compatriote qui était venu nous voir ici. Doudou Montir, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le monsieur a été contacté c'était pendant la fête du cinquantenaire, pour livrer, je ne sais pas moi, des parasoleils, des parapluies, effigies cinquantenaires. À l'époque, celui qui devait coordonner l'affaire, c'est le patron actuel du mécanisme. Le général, il s'appelle comment? Qui était aussi le ministre de l'Intérieur. Denis Kaloumé. Denis Kaloumé. Mais le gars a fait cette commande, il a passé la commande, il livre, il n'est pas payé, il commence à se plaindre. Est-ce que c'est cette politique d'encourager aussi les Congolais à l'entrepreneuriat? Depuis que le PPRD est au pouvoir et son système, ils ont déjà encouragé quels Congolais? En fait, c'est un pouvoir de Zendo-Pakistanais. C'est un pouvoir des commissionnaires. Les gens que vous trouvez qui courent derrière de grands responsables, tous ces gens ici, quand vous voyez peut-être un petit Chinois se jouer des Congolais, et après il appelle qui? Il appelle ces hauts cadres, entre guillemets, du PPRD, qui font. C'est ça le système, c'est ça le vrai visage que j'ai dit. Ils n'ont pas la politique depuis que le PPRD est au pouvoir. Dis-moi quel investisseur, quel homme d'affaires congolais qui a émergé. Dis-moi. Même pas Kindelo. Dis-moi. Qui est cet homme d'affaires congolais qui a émergé depuis que le PPRD Vimba est au pouvoir? Merci beaucoup, Eliezer Tamboué, avec nous sur ce plateau, allez, qui va entrer tout à l'heure. Israël Moutala, on l'attend, mais d'abord, on va lire ce deuxième thème, deuxième titre. Ça, c'était juste une petite digression, excusez-moi, que se passe-t-il ce matin? Et pour pouvoir entrer dans le vif de notre émission, révision du fichier électoral, Mamadou Diallo, les Kasaï ne doit pas être laissé sur le bord de la route. Les affres de la milice Kamouina Sapou ont sensiblement détérioré la situation dans l'espace Grand Kasaï. C'est là à tel point que les Congo-Kinshasa, déplacés de l'Est et ceux de cette région brassés, trônent sur le monde comme le pays ayant le plus de déplacés internes. Oui, suite aux hésitations de la CENI à aller enrôler les Kassaïens situés au plus près des zones rouges dans le cadre de la révision du fichier électoral. Mamadou Diallo, le numéro 2 de la MONUSCO, en charge des questions humanitaires, a été amené à réagir à cet état des choses par les journalistes au cours d'une conférence de presse organisée par OCHA sur la crise au Kasaï. Eliezer, est-ce que vous avez suivi ce que Nanga a dit? Je peux vous le rappeler. Il dit ceci. La situation au Kasaï, elle est volatile. Il y a un agent de la CENI qui a été enlevé, je ne sais pas moi, tué, je crois bien, à décaisser. Il y a quelques matériels de la CENI pour l'enrôlement qui ont été volés. Pour cela, la CENI n'attend pas enrôler les Kassaïens de cette partie. Première option, la CENI attend à ce que la situation se stabilise. Je lui ai posé la question, ça prendra combien de temps? Il me dit, ça prendra le temps que ça prendra. Je réplique en disant, est-ce que ça n'aura pas d'incidence sur votre délai critique de 16 mois et 1 jour? Il dit, bien évidemment. Et après, la deuxième option, il dit, ou soit encore, qu'on puisse aller aux élections sans cette partie du pays. Votre analyse, votre interprétation. Bon, en fait, c'est une démarche diabolique et erronée, selon moi, dans le sens que il y a toujours l'insécurité à l'est du pays. Depuis des années, on n'a jamais entendu la CENI dire que s'il en est ainsi, cette partie n'aura pas d'électeurs, n'aura pas droit au vote. Ça ne se fait pas. Et là, les kits ont été volés, ramenés au Rwanda. La CENI ne s'est jamais désengagée. Je pense que si vous prenez l'insécurité qui prévaut depuis des années à l'est du pays et l'insécurité créée aujourd'hui au Kasaï central, vous trouverez que le niveau est plus supérieur par rapport à l'insécurité à l'est du pays. Là, la CENI n'a jamais pris de décision. C'est qui est curieux. L'autre fois, on a fait l'émission avec le président de la CENI, M. Corneille Nangaa.
il a montré, dans ce qu'il a montré comme données, les provinces où il y a beaucoup d'enrôlés, c'est les provinces en difficulté, en insécurité. Entre autres, les grands Kivu. Et les gens commençaient à se poser la question de savoir comment, là où il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de déplacés. Les gens qui se déplacent du jour au jour, mais il y a beaucoup d'enrôlés par rapport à d'autres zones où il n'y a même pas d'insécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas ce que le président de la CENI devrait dire actuellement. Parce qu'il y a l'insécurité dans sa collaboration avec l'État congolais. Il devrait se battre pour stabiliser, pour assurer la sécurité et que ces peuples kassaïens-là puissent s'enrôler. Cette décision de penser que non, écoutez, on peut laisser de côté les Kassaïens, une partie du Kassai, de côté, non, je ne pense pas qu'elle est normale, elle n'est pas responsable du tout. Il fallait demander à M. Ramazan Chadari, qui a aujourd'hui la sécurité entre ses mains, de faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est lui que nous avons vu nous montrer à la télé comment les Kamwana Sapou se sont désengagés et les Kamwana Sapou ont accepté la paix, il les a convaincus. Je vais revenir à vous, Eliezer Tamboué. Israël Moutala est un peu en retard pour une fois dans cette émission. Et pour une fois, Eliezer est venu à temps. Israël, bonjour, bienvenue. Merci Serge. Je présente mes excuses aux téléspectateurs et aux auditeurs, à vous-même. Je me suis embourbé, oui. Et pour me désembourber, j'ai perdu beaucoup de temps. Mon chauffeur a eu du mal à venir parce qu'il y avait de problèmes de transport quand il pleut et les contrôles techniques dans la ville font que les taxis deviennent quand même assez rares. Donc j'ai eu de problèmes pour me déplacer. J'attendais mon chauffeur et même quand on a contourné pour venir parce qu'il y avait des bouchons par-ci par-là, je me suis embourbé. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour me désembourber. Le plus important, c'est que vous soyez là. C'est okay. Très bien. Alors, beau costume, bienvenue. Merci. Israël Moutala, je disais tout à l'heure, révision du fichier électoral, Mamadou Diallo. Les Kasaï ne doivent pas être laissés sur les bords de la route. On sent une forte médiatisation ces derniers temps du président de la CENI, Corneille Nangaa. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a un message un peu particulier où il veut maintenant faire distiller quelque chose au sein de l'opinion? On ne sait pas, on ne peut pas lui donner ces droits-là. Mais Nangaa nous a dit le vendredi passé que, vu l'insécurité au niveau du Kasaï, il ne va pas, comme prévu dans son calendrier de 16 mois et 1 jour, enrôler les Congolais dans cette partie jusqu'à attendre la fin de l'insécurité. Il dit des deux, ou soit on va aller aux élections sans pour autant enrôler ces Kassaïens du côté des Kamwana Sapou. Votre analyse et votre interprétation. Bon, j'avais l'information parce que mon site l'avait publié, je crois, oui. Parmi les premiers. Nous, l'information, nous l'avons eu de Nangaa en marge de sa rencontre avec la délégation de la SADC. C'est la première fois quand il avait rencontré la délégation de la SADC qu'il avait dit qu'il y avait des problèmes sérieux de sécurité au Kasaï et que cela compromettait la révision du fichier électoral et qu'il était obligé pour des raisons de sécurité de suspendre l'enrôlement. Mais bien évidemment, il y a un problème. Le problème, c'est que Nangaa avait promis qu'il va clôturer la révision du fichier électoral en juillet 2017. Nous sommes, je crois, en avril. Nous sommes combien à 4 à 5 mois de la fin de la révision. Et c'est alors que éclate une grave crise sécuritaire au Kasaï. Moi, je pense que face à une telle crise, parce que la crise au Kasaï, c'est une crise très très grave. Je pense que nous avons déjà atteint plus d'1 millier de tués. Nous sommes en termes de millions de déplacés. Et donc, le problème sécuritaire est très important là-bas. Et donc, si on ne résout pas la question sécuritaire, je ne vois pas comment est-ce que les opérations d'enrôlement vont se dérouler. Vous avez parlé tout à l'heure, je sais que j'en avais parlé aussi sur 7 sur 7, la décapitation d'un responsable de la CENI à décaisser, le pillage du matériel. Ça veut dire que quand on pille le matériel, qu'on incendie le bureau, c'est difficile parce que les Kamwina Sapou ou ceux qui se font passer pour les Kamwina Sapou s'attaquent au symbole de l'État. Et donc, ils doivent être sensibilisés
par rapport à ça. Ils ne doivent pas s'attaquer aux agents électoraux, ils ne doivent pas s'attaquer au matériel électoral, parce que ce matériel sert à les enrôler, eux, pour qu'ils exercent leur droit de voter. Ils doivent aussi savoir une chose, que c'est en ayant une participation importante en termes d'enrôlement qui vont justement avoir une représentation aussi conséquente à l'Assemblée nationale. Or, l'insécurité qui règne dans l'espace Kasaï ne contribue pas à ce que les opérations d'enrôlement s'y déroulent. Eliezer disait tout à l'heure, avant votre arrivée sur ce plateau, dans le Grand Kivu, les gens ont même volé les matériels de la CENI, ils sont allés avec au Rwanda. Des gens sont morts, mais ce n'est pas pour autant que la CENI avait suspendu les opérations. Comment vous voyez une telle décision? Est-ce que nous ne risquons pas que demain, ces Kassaïens disent, le collaborateur de sauter, tout ça, les sécessions, Kassai et Asus na Congo? Non, je pense que les velléités sécessionnistes, c'est des velléités qui ont souvent été nourries à l'époque par de puissances occidentales. Les Congolais, d'où qu'ils viennent, sont attachés à leur unité. Je pense que la force, les Congolais l'ont compris, la force réside dans l'unité. Nos particularités, nos diversités, notre patrimoine culturel, notre patrimoine minier, notre patrimoine humain, c'est ensemble que nous sommes forts. Et donc aujourd'hui, désagréger le Congo, c'est marcher à contre-courant. Nous sommes ici dans le 21e siècle où de grands blocs se constituent, on ne peut pas aller en ordre dispersé. Et moi je suis, écoutez, sur la question électorale précisément, il faut faire comprendre aux miliciens que l'insécurité n'est pas une bonne chose. Mais c'est à l'État d'assurer la sécurité des agents de la CENI. Je suis parfaitement d'accord. Alors, quelle est la responsabilité de l'État? Je suis parfaitement d'accord. La responsabilité de l'État, c'est de rétablir l'ordre. Mais écoutez, rétablir l'ordre, c'est des coups. Ce n'est pas une guerre classique. Vous avez des groupuscules qui se croient invulnérables, qui sont drogués psychologiquement, qui sont shootés au fétiche, c'est très complexe. Au Nord-Mali, on a fait les élections avec la présence djihadiste. Hein? Oui, c'est vrai. Mais au Nord-Mali, ça veut dire qu'on contrôlait des grands ensembles et tout ça. Mais ici, écoutez, ici c'est compliqué. C'est des milliers de localités. Ils surviennent, ils surgissent, ils attaquent. Moi, je pense que la grande question ici, c'est absolument qu'on libère la parole, que le nouveau chef coutumier puisse parler, parce qu'il puisse faire l'acte contraire qu'avait fait Feu Kamwina Sapou. Je crois il avait maudit les autorités en prenant, je crois, du sable, en jetant en l'air et en évoquant des esprits. Je pense que le nouveau chef Kamwina Sapou doit prendre ses responsabilités et prêcher pour que la paix revienne, parce que je pense que ceux qui souffrent le plus, vous n'allez pas dire que c'est le gouvernement, ceux qui souffrent le plus, vous n'allez pas dire que c'est Kinshasa, ceux qui souffrent le plus, ce sont les Kassaïens. Très bien. Les gens qui sont en bourse aujourd'hui, les gens qui n'étudient pas, les gens qui ne savent pas, les commerces sont perturbés, les activités, même le barrage, certains techniciens ont fui, ils ne vont plus revenir au Kasaï, tout ça. Mais dites-moi qui perd. Donc les écoles, qu'on pose la question aux Kassaïens eux-mêmes, qui perd dans cette crise? Ce sont les Kassaïens qui sont les premiers touchés. Et ils doivent être conscientisés par rapport à ça. Merci beaucoup, Eliezer. Je vais revenir à vous, cher confrère. Eliezer, quand vous lisez toutes les résolutions des Nations Unies, quand vous lisez les résolutions de l'Union européenne, c'est comme si ces gens-là savaient qu'un jour, on allait soulever un autre prétexte pour ne pas organiser les élections. On disait élections, vous pouvez aller vérifier, fin décembre, sans aucun prétexte, ni sécuritaire, ni financier. Mais maintenant, Nanga veut nous évoquer un autre prétexte sécuritaire ici. C'est comme, il faut penser, comme m'a dit un téléspectateur, une transition sans Nanga, sans Kabila. Oui, Serge Kabongo, quand vous voyez les résolutions des Nations Unies, d'abord, ils ont des services de renseignement qui font des projections ou des prospectives. Il y a ce qu'on appelle la prospective politique. Donc, nous travaillons sur le présent après avoir évalué pour avoir un avenir sûr et correct. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas de services de renseignement qui font ça. Nous avons des services des commissionnaires. Non, non, on n'a pas de services de renseignement, c'est un peu trop. Attendez-moi. Écoutez-moi bien. J'ai dans ma voiture, à la fin de l'émission, je vais vous montrer un document qui date d'1 mois et demi. Le 20 ans
à venir vit par le service de renseignement américain. Et Trump a trouvé ça sur sa table. On lui a montré les dangers qui guettent. Même quand on prend les résolutions, c'est sur base de ça. Et nous, chez nous, qu'est-ce qui se passe tel que nous parlons là? Donc l'ONU, l'Union européenne savait que les régimes allaient sortir à notre prétexte. Bien sûr, parce que nous vivons dans l'animalité, cher ami. Et je l'ai toujours dit que nous devons quitter l'animalité vers l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des textes, on ne veut pas respecter nos textes. Après, on parle de l'ingérence. C'est vous-même là qui avez signé ce texte, messieurs. Vous devez l'appliquer. Non, écoutez bien, quand ma mère là est décédée, mais attendez, dur à l'ex, c'est de l'ex. Elle est dure, mais c'est la loi. Vous devez appliquer ça. Nous attendons la chicotte. Et l'homme blanc a vu que, les Nations Unies ont dit que, connaissant le caractère animal des Africains, ils vont donner des prétextes pour ne pas organiser les élections. Voilà, nous allons de raison en raison. Aujourd'hui, nous avons des premiers ministres qui sont en train de les systèmes de succéder. De 3 mois, parce que Tchibala aura peut-être ces 3 mois, après ça peut être Serge Kabonga, 3 mois, et finalement, on ne va pas arriver à organiser les élections. Est-ce que Nanga comprend la gravité de ce qu'il dit? Nanga... Est-ce qu'il n'est pas dans ces trios, on dit, Cour constitutionnelle, PPRD et la CENI? Est-ce qu'il comprend la gravité de ce qu'il dit? Non, je ne peux pas affirmer cela, parce que Nanga a compris seulement que les politiciens n'ont pas besoin des élections, ils ont besoin de se partager le pouvoir. Pour preuve, tous ceux qui passent aujourd'hui à injurier les autres dans les médias, est-ce qu'ils ont besoin, même quand ils disent que non, nous devons aller aux élections, ils ont besoin des élections? Non, ils savent ce qu'ils représentent dans l'opinion. Ils ont besoin d'avoir les postes et tout de suite. Nanga a compris ça. On était avec vous, Serge Kabongo. Nanga avait proposé 16 mois et 1 jour. Quand vous prenez le délai de Nanga par rapport au délai des politiciens, partout où ils se sont réunis, ça va au-delà. Et tout ce que les politiciens font comme manœuvre, vous trouvez qu'ils savent, ils attendent à occuper des postes de responsabilité pour se faire des santé financières afin de corrompre le peuple appauvri. Voilà la stratégie. Nanga, je ne pense pas que Nanga a seulement compris que la classe politique congolaise n'a pas besoin des élections, il faut les aider. Est-ce que, dernière question, le gouvernement congolais s'est réuni, a fait une évaluation sur la situation sécuritaire et a constaté la défaillance des forces de sécurité de ne pas sécuriser les matériels électoraux et les personnels? Oui, peut-être qu'on va arriver à la question en rapport avec ce qui est sur la vidéo qui est sortie, parce qu'il y a un détail. C'est à ce niveau-là que nous allons donner quelques éléments qui prouvent si l'État congolais est capable de sécuriser ou pas. Merci beaucoup. Israël Moutala, rapidement parce qu'on doit aborder le dernier thème. Je sais qu'aujourd'hui, indubitablement, on va déborder. Est-ce que le gouvernement congolais s'est réuni avec un conseil de sécurité provincial ou au niveau national, dirigé, je ne sais pas moi, par le président de la République ou bien par Chadari, qui est le patron de la sécurité intérieure, pour déclarer la faillite de nos services à assurer le bon déroulement de la révision du fichier électoral? Non, pas encore. Jusque-là, Corneille Nanga a parlé de la suspension. Donc, il n'a pas dit justement il n'a pas parlé de rénonciation de l'enrôlement. Il a parlé de la suspension, le temps qu'on stabilise sur le plan sécuritaire. Je pense que on ne peut pas faire au président de la CENI le procès de vouloir jouer la carte du glissement. Je pense que la situation sécuritaire au Kasaï, il ne l'a pas créée, il l'a trouvée. Elle est plus grave que il l'a subie. Non, à Beni, ça s'est plus ou moins calmé. Ça veut dire que ça fait un temps où on ne parle plus de tuerie. Ça veut dire qu'on a fourni quand même de gros efforts pour sécuriser la population là-bas. Parce que à Beni, vous vous souvenez, c'était presque chaque semaine où on parlait des tueries, mais ça fait quand même un bon bout de temps où la situation à Beni a évolué. Et je pense que même à Beni, les Maïma et les autres, il y a eu peut-être quelques accords entre certains cadres de la CENI pour leur permettre de déployer le matériel et d'enrôler. Est-ce que les milices de Kamwina Sapou seront prêts à passer de tels marchés, de tels arrangements pour permettre... Parce qu'ils doivent comprendre qu'il est impérieux qu'on enrôle dans le Grand Kasaï. Il est impérieux que les gens ne puissent, qu'il n'y ait plus de déplacements massifs de population, parce que là, il faudrait que la stratégie parce qu'il y avait une stratégie pour déployer le matériel.
C'est un matériel complexe. Donc maintenant, là-bas, il faut voir maintenant où sont les déplacés, ils sont dans quel camp, va-t-on les enrôler dans les camps? Et là, il faut créer de nouveaux bureaux, de nouveaux hangars. Et donc, c'est toute la logistique qui est mise en... Alors, les délais sont ténus. Et donc, moi, je pense que... il ne revient qu'à l'État de déployer les services dans chaque bureau d'enrôlement. Ce n'est pas le nombre de militaires qui nous manque. Non, le problème, c'est que les questions sécuritaires... pour les résoudre, ce n'est pas dans un coup de baguette magique. Donc ça, pour déployer les gens comme ça, c'est une guerre asymétrique, pas classique, voilà. Où vous avez des gens qui n'ont pas des tenues, parfois ils se dissimulent dans la population, et voilà, c'est très compliqué. Ce n'est pas une guerre classique, et même si c'était une guerre classique, il faut déployer du matériel, il faut collecter du renseignement, donc c'est très compliqué. Israël, donc comme si... la responsabilité première appartient à l'État. À l'État, mais d'abord aux populations du Kasaï elles-mêmes. C'est à elles de prendre conscience que c'est dans leur intérêt de se faire enrôler. C'est dans leur intérêt qu'il y ait la paix dans cette espace. C'est dans leur intérêt de ne pas justement, comment dirais-je, s'opposer entre tribus, entre ethnies. C'est dans leur intérêt d'abord à eux. Allez, dernière question Israël. C'est comme si quand vous lisez les résolutions de l'Union européenne, de la Belgique, de la France, c'est la question que j'ai posée à Eliezer, et même des Nations Unies, la dernière, c'est comme si ces gens-là savaient qu'on allait un jour soulever un autre prétexte sécuritaire, parce que dans toutes ces résolutions, on disait les élections fin décembre 2017, sans aucun prétexte ni sécuritaire, ni financier, ni politique. Voilà. Tout à fait. Sur le prétexte sécuritaire, quand il y avait ça, c'était dans la communauté internationale, on faisait allusion à la situation à l'est du pays. Mais la situation sécuritaire au centre, personne ne l'a vu venir. Personne. C'est parti d'un banal conflit de succession coutumier. C'est parti de là, entre Mpadi et les autorités provinciales. Donc c'est parti de rien. Personne ne pouvait savoir que cette affaire allait dégénérer et prendre les proportions inquiétantes qu'elle a prises aujourd'hui. Ni la communauté internationale, ni le pouvoir en place. Et même, je vois des gens qui prêtent à Kabila des intentions comme quoi c'est lui qui aurait créé cette situation. Soyons raisonnables. Alors là, Kabila ferait preuve d'un cynisme terrible. Merci beaucoup. Donc moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un de sensé peut dire que, voilà, il y a une erreur des autorités politico-administratives de la majorité présidentielle, mais personne ne pouvait savoir que cette situation allait dégénérer pour toucher 5 à 6 provinces. Non, personne. Merci beaucoup. Israël Moutala, madame, monsieur, c'est kiosque CCTV. L'émission Doudou, elle est retransmise à la radio, hein, parce que les téléspectateurs, les auditeurs me posent beaucoup de problèmes. Vous avez des problèmes avec les sons à la radio là-bas. Il faut faire attention, Doudou. Merci. Ok, merci beaucoup, Géry. L'homme de la semaine, on prend les derniers thèmes de l'émission. Hein. Commentaire du gouvernement sur les atrocités des terroristes Kamona Sapou au Kasaï. Est-ce que l'épine qui était sous le pied de Kabila vient d'être élevée? Parce qu'on semblait attribuer ces assassinats aux forces de défense et de sécurité congolaises. Maintenant, cette vidéo de plus ou moins 2 minutes vient clore les débats. La vidéo de plus ou moins 5 minutes, je l'ai suivie. Je crois Eliezer était dans la salle. C'était des images insoutenables. Moi, ce que je veux dire clairement, il apparaît clairement, cette vidéo, elle n'est pas truquée. C'est une vidéo authentique. Et les gens que j'ai vus là-bas, c'est le modus operandi de miliciens. Mais la question qu'on se pose, pourquoi les miliciens auraient tué les experts? Parce qu'ils venaient en principe, a priori, enquêter à charge contre le gouvernement pour découvrir les fosses communes. Ma réponse est simple. Il y a eu des exactions de part et d'autre. Les miliciens ont aussi des choses à cacher. Ils ont aussi commis beaucoup d'atrocités, beaucoup de crimes sur certaines populations. Et donc, sur la quarantaine de fosses communes, il n'y a pas que le gouvernement qui a des fosses. Donc, il y a les miliciens aussi qui avaient des choses à cacher. Et donc, moi, je pense que là-dessus,
ils avaient aussi intérêt peut-être à tuer les experts des Nations Unies pour cacher leurs propres exactions. Donc, moi, aujourd'hui, sur cette question précise, ma religion est faite. Le crime contre les 2 experts de l'ONU, pour moi, oui, il n'a pas été commis par les forces régulières. Et donc, c'est vrai que les forces régulières commettent beaucoup d'exactions, mais une fois qu'ils ont été disculpés, il faut le dire haut et fort. Est-ce que le ministre Mende vous a dit comment l'auditeur militaire, le général Pondé, a pu intercepter ces images? Qui a filmé et comment c'est arrivé au le problème, c'est que les miliciens se filment eux-mêmes. Ils se filment eux-mêmes pour montrer la bravoure, pour montrer leurs actes entre guillemets héroïques. Donc c'est pour eux-mêmes d'abord se mettre en scène. Et donc, quand vous filmez avec un téléphone, après vous partagez au sein d'un groupe, après au sein de la communauté. Et je pense que, bon, ils ont parlé d'un terme technique selon lequel ils ont eu ces images par géolocalisation. Donc ça veut dire que une fois qu'on a intercepté la vidéo dans un téléphone, on a commencé à remonter de téléphone en téléphone pour trouver le téléphone source. Ça veut dire que quand moi je reçois une vidéo, on peut remarquer, à partir de la vidéo que j'ai reçue, savoir de quel appareil je l'ai reçu. L'appareil qui me l'a envoyé, on peut aussi détecter de quel appareil il a reçu, et de fil en aiguille, on est remonté à l'appareil source. Donc par géolocalisation, voilà l'explication qui m'a été donnée. Bon, je n'ai pas les moyens de vérifier ça, mais au moins, de prime abord, quand j'ai vu cette vidéo ininterrompue, en continu, elle est authentique, il n'y a aucun montage. Et même la communauté internationale elle-même, à qui justement on avait montré en premier cette vidéo, je crois, le samedi. Elle a authentifié. Elle a authentifié, et donc tous les ambassadeurs et les diplomates sont tombés, ont pleuré à la vue de ces images d'une violence atroce. Ils ont vu ça. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui... Le débat est clos. Est-ce qu'il y aura plus d'enquête? Non, l'enquête continue. Mais comment on va déjà divulguer? Non. On divulgue les images et on poursuit avec l'enquête continue. Ça veut dire que, écoutez, dans l'opinion, tout le monde se disait que ce massacre-là, on le mettait déjà sur le dos du gouvernement. Dans l'opinion, on attendait qu'il y ait le preuve pour accabler le gouvernement. Et donc, le gouvernement nous dit ceci, que tous les crimes, n'est-ce pas, qu'on met tout souvent qu'on met à la charge des forces de l'ordre, ne le sont pas. Voici un cas éminent où tout le monde pensait que c'est nous, en tant que gouvernement, qui avions intérêt à tuer ces gens parce qu'on devait cacher nos crimes. Il n'en est pas le cas. Voici ceux qui ont tué les membres. Ce sont des miliciens avec leur modus operandi. Et même quand on voit la touffe de cheveux coupée par un milicien de 15 à 16 ans, il dit clairement que c'est pour augmenter ses pouvoirs. Et il parlait des tuyautas, et parce que quand les 2 experts se sont rendus compte qu'ils marchaient, mais qu'on ne voyait pas toujours les fosses communes, eux, ils disaient non, nous allons vous indiquer là-bas, on va voir des gens, on va vous indiquer, c'est dans cette direction. Donc eux-mêmes déjà, les experts se doutaient d'être dans un piège, mais c'était trop tard, ils étaient incertains. Israël Moutala, Eliezer Tamboué, vous aurez le même temps d'antenne, ne vous inquiétez pas. J'étais en train de vous impatienter là. On n'a pas vu aussi l'empressement des Mende et de l'auditeur général, je dirais bref, du régime, du gouvernement, de réunir aussi les patrons de presse quand il y a eu des images donnant responsables les FARDC contre les Kamonasa. Quand on a vu ces images-là ici, on n'a pas vu Mende réunir les patrons de presse, on leur dit voilà ce que les FARDC ont dit, on fait tout. Quel intérêt? Comment vous justifiez ça? Merci Serge Kabongo. Je pense que nous, en tant que journalistes, nous devons donner la bonne version sans y mettre les sentiments, comme les politiciens les font. Nous avons été invités. Je vais d'abord sur le plan fort. C'est la justice qui mène les enquêtes. Sur l'assassinat, pas des Congolais, parce que les Congolais sont des mouches. Non. Les Congolais sont des moustiques. S'il n'y avait pas... Faites l'analyse, pas des termes trop forts. Ne pensez pas que les Congolais sont des mouches. Allez-y, Eliezer. Est-ce que vous pouvez d'abord... J'ai fait partie de ces Congolais. Allez-y, les Pourquoi plans tu forts. me prives que j'ai dit de dire ça? Allez-y. Parce que s'il n'y avait pas l'assassinat de ces Onisiens-là, on ne mènerait pas une telle enquête. Comme c'est la justice qui a mission de mener les enquêtes, à travers le principe de séparation des pouvoirs,
c'est la justice qui devrait communiquer et non le gouvernement. Le ministre Lambert Mende n'est pas porte-parole des institutions, comme je le vois faire. Quand c'est l'institution président de la République qui a attaqué, c'est Mende qui apparaît. Quand c'est l'institution Parlement qui a attaqué, c'est Mende qui apparaît. Quand c'est l'institution justice, il n'est pas porte-parole des institutions. Non, il est super porte-parole. Il est porte-parole du gouvernement. Ça, c'est sur le plan fort. Très bien. Donc, il n'a pas qualité sur le plan des droits. Sa communication est nulle. Ça, c'est un. De deux, ils vont nous inviter, nous responsables des médias. On s'est mis là-bas, j'ai entendu mon grand frère, pour qui j'ai beaucoup d'estime hier, avec vous, le vieux Diana, qui j'ai toujours dit qu'il va fuir avec les politiciens. Comment? Un jour. Il va fuir parce qu'il vient distiller les mensonges sur le plateau. Dites-nous la vérité alors. Et il pense bien dire. Il n'est pas là, on ne parlera pas de lui. Bien sûr, j'attendais que vous puissiez l'inviter comme ça. Comme nous, dès on était dans la salle, je pouvais lui montrer ses insuffisances. Là où il ne parvient pas à communiquer, à dire la vérité. Alors dis-nous la vérité. Nous rapidement. arrivons là. Vous avez posé la question. Moi, j'attendais parmi les vidéos que nous aviez promis de nous balancer par le porte-parole de la police, le colonel Mwanamputu, qu'on devrait aussi aligner cette vidéo-là dont vous avez fait mention. Là où notre armée était incriminée, comme ça, on pouvait juger. On pouvait voir que le gouvernement était correct vis-à-vis des patrons de presse que nous sommes. Mais cette vidéo-là, on ne l'a pas montrée. On y arrive à la vidéo elle-même. On nous montre la première vidéo, ce sont les photos. Parce que ce jour-là, le confrère est en face de moi, il n'y a aucune nouvelle vidéo que nous avons vue qui n'est pas sur le net. Toutes ces vidéos-là circulent déjà, il n'y a aucune surprise, aucune information nouvelle. Ce sont des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis. Maintenant, on est là, on nous montre les photos des gens décapités, tout et tout. Après, on nous dit, bon, la personne qui est debout là, c'est un policier qui est en train de creuser une fosse commune. Encore faudra-t-il nous prouver que c'est lui qui creusait là, c'était un policier. Le colonel Mwanamputu va nous montrer à travers la ceinture, au moins une ceinture wana, et sa ceinture à la policière. Non mais attendez, il y a les histoires que le musicien porte ici. Hein. Pentagone, les histoires de Pentagone là. Alors, chaque samedi, nous tous là, nous sommes dans ces histoires-là. Alors, nous serons aussi confondus. Ça, c'est important. Deuxième image. On nous montre 53 policiers. S'il vous plaît, nous sommes journalistes. 53 policiers, tout autour de ces 53 policiers, les confrères étant en face de moi, on n'a pas vu 10 Kamouena les entourer. On n'a pas vu. On a vu 53 policiers assis par terre. Et le chef qui posait des questions. Yo mission Navezani. Yo mission Navezani. Maintenant, écoute bien. On nous relate les faits. Que voilà, il y a les camions de la police qui venaient, on a creusé, les camions s'est embourbés et sont venus. Les Kamouena Sapou ont maîtrisé 53 policiers surarmés. Parce que dans une zone comme celle-là, on n'envoie pas les policiers avec la gaz lacrymogène. Ça, c'est pour nous avec notre Kanyama. Ici, chaque fois, même dans des stades, nous en bénéficions. Mais dans de telles zones, on n'envoie pas la gaz lacrymogène. Nous avons... On a dit ceci. Les véhicules embourbés, les policiers sont allés chercher la population. Je vais parler comme tout le monde, excusez-moi. Et les chefs du village auraient dit aux policiers, voilà comment on dit aux policiers de désarmer et les policiers obtempèrent. Et c'est à ce moment-là que comment vous trouvez cette version-là? Cette version-là dans la salle n'a pas été dite. Là on était. C'est ce que Diana m'a dit hier sur ce plateau. Non, Diana invente ces histoires pour plaire à ceux qui l'envoient. Sur le plateau, ça c'est clair. Les confrères étant en face de moi. Bon. Tout le monde peut-être. On a dit ceci. Oui. Ils ont été embourbés. Ils ont demandé à un de leurs d'aller prendre de l'aide. Et quand il a trouvé le premier villageois, il a dit non, d'accord, on va vous aider, mais vous ne pouvez pas venir avec les armes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on les a désarmés progressivement. Mais est-ce que c'est normal cette version-là? Parce que les gens veulent vous aider, ils vous demandent de désarmer. Et vous désarmez. Mais vous savez, ça veut dire que comme on avait envoyé la police ne s'est pas doutée de cette embuscade. Donc voilà, peut-être que si c'était peut-être l'armée peut-être parce que la police, elle était partie de bonne foi et c'était pas la zone de son intervention. Parce que là, ce n'était que le passage.
Donc je crois qu'ils étaient à Chikapa, et de Chikapa ils se rendaient dans le Sankourou. Et donc c'est à mi-chemin, donc quelque part par là, qu'on leur avait tendu cette embuscade, et donc ils se doutaient de rien et ils ont été désarmés comme ça. Très bien. Eliezer, des policiers désarmés de cette manière-là, comment vous interprétez ça? Admettons que ce soit la bonne version. C'est un policier formé. Même sans armes, les policiers peuvent maîtriser une Il personne. peut ravir l'arme à l'autre. Mon cher ami, 53 policiers. Le cas Mouenan Sapou ont été blanchis par le colonel Monamputu. Comment ça? Dans son exposé. Oui. Dans le sens que il nous expliquait que ces policiers-là ne savaient pas manier les armes. Alors pendant qu'ils vérifiaient, chaque policier qu'on trouvait qu'il était louba, on les mettait de côté pour leur apprendre à manipuler les armes. Donc, l'utilisation des armes par les Camerounais a été écartée à travers cette déclaration. Nous revenons. On prend les balouba pour faire des instructeurs. Ce qu'il a dit là, il s'est trompé, c'est-à-dire que il voulait dire les miliciens ne savaient pas manipuler les armes. Voilà. Au lieu de policiers. Alors maintenant, ils ont demandé aux policiers Balouba de les apprendre à manier les Kalachnikov. Il a disculpé les Camerounais sans les savoir. Tout à fait. Non, parce que Eliezer, il s'est trompé, ça veut dire en disant des policiers. Il a dit les policiers ne savaient pas manier les armes. Non, il Je voulait parler parle des des miliciens. C'était En fait, les miliciens que le ministre nous a interdit de les qualifier de miliciens parce que lui, terroristes. en bon français, il parle de terroristes. Donc, Monamputu a disculpé les Camerounais. Voilà, c'est un élément important. Ouais. Parce que je me posais la question là où j'ai regardé la vidéo. J'ai dit, je suis devant la mort. Même moi, Tambouela, je n'ai pas de biceps. Je vois que je vais me bagarrer. Bon, quelqu'un veut me tuer, mais il faut un coup déjà. 53 policiers assis par terre. Maîtrisés par les Camerounais Sapou, qui avaient quoi pour les désarmer? Ils avaient quoi? Les Camerounais, même en étant par terre, parce que les policiers, les miliciens ne savaient pas manier les armes. Ils les ont maîtrisés avec quelle arme? Madame, monsieur, c'est bien dommage, l'émission est terminée. Non, vous aurez le temps de conclure l'émission. Nous allons décrypter, ça c'est une question qui concerne l'opinion publique. Israël, on n'aura peut-être pas le temps de revenir sur d'autres questions, peut-être la semaine prochaine, mais votre mot en guise de conclusion sur ces images, est-ce que ça va rassurer les partenaires? Ces enquêtes vont se poursuivre, mais comment vous expliquer? J'ai suivi Mende pour ne pas même répondre à Eliezer. Mende dit que le gouvernement a divulgué ces images parce qu'ayant reçu l'ordre de l'auditeur supérieur Oui, il l'a dit aussi sur mon média, sur 7 hier, parce que je lui ai dit, voilà, on a publié la vidéo, maintenant il y a la polémique, parce que d'abord, il y a une réaction d'abord de l'ONU. L'ONU confirme l'authenticité des images, mais l'ONU dit voilà, ça peut compromettre l'enquête. Non, alors Lambert Mende a dit clairement qu'il a publié ces images. Bon, il ne les a pas publiées, il les a montrées à quelques patrons de presse avec l'autorisation du parquet, parce que à côté de Mende, il y avait le colonel Pierrot Monamputu, il y avait la police scientifique, il y avait tout ça. Donc, on a montré, c'était pour essayer quand même de ne pas avoir toujours des a priori négatifs contre le gouvernement. Et je pense que notre responsabilité aussi de journaliste, moi j'ai toujours été sévère et je le resterai toujours avec le gouvernement. Le gouvernement est à bien des égards critiquable. Et il faut le critiquer. Kabila est à bien des égards critiquable. Mais penser que Kabila est d'un tel cynisme qu'il crée des rébellions au centre pour se maintenir au pouvoir, il faut les étayer. Non, il faut être sérieux. Dernière question. Pour parler encore, pour penser qu'il n'y a que les forces de l'ordre qui commettent des exactions, là aussi c'est très faux. Donc nous pensons que justement, il faut que nous rétablissions l'équilibre. Autant les forces de l'ordre commettent des exactions graves, autant les milices Camerounais Sapou commettent des exactions graves. Et c'est intolérable. Moi, je pense que cette milice et leur modus operandi est moyenâgeux. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens puissent égorger les êtres humains en plein 21e siècle, quelle que soit la revendication. Moi, je pense qu'il est temps de condamner cette violence. Il est temps que cette violence cesse. Moi, je dis clairement ces choses et je le dis avec autant de légitimité parce que moi-même, je suis du Grand Kassai. Dernière question. Donc je serai policier parce que je ne parle pas un seul mot de Chiluba. Je serai mort. Donc moi, je me définis d'abord comme Congolais, né au Katanga, grandi à Kinshasa. Donc je ne parle pas un seul mot de Chiluba. Imaginez si j'étais là-bas. J'aurais dit par exemple que je suis du Kassai, mais ils allaient me poser des questions de Chiluba. Je ne parle pas un seul mot de Chiluba. Dernière question. Donc je serai décapité. Moi, je pense que ces considérations d'ordre tribal sont à réprouver, à réprimer. Notre
grandeur, c'est dans la cohésion. Notre grandeur, c'est dans l'unité. Attendez, répondez à ma dernière question. Vous avez évoqué un mot que j'ai noté, la géolocalisation. Oui. Donc, de tels téléphones, on a retrouvé que c'était tel téléphone qui avait envoyé. Mais quand il y a eu les images des assassinats de Kamuna Sampoupa, entre guillemets, des gens qu'on fait passer pour des militaires FARDC, Mende avait dit qu'il connaissait la personne qui a monté ces images, c'est un proche de Moïse Gatumbi qui était en Belgique. C'était toujours par cette technologie de géolocalisation qu'il avait repéré et après le gouvernement s'est rebuffé. Et là, je suis d'accord avec Eliezer. Je pense que, écoutez, bon, le but de ce face-à-face entre Mende et les journalistes, c'était pas justement de revenir sur cette vidéo controversée. Mais sur cette vidéo controversée, on a vu clairement que là, il s'agissait justement des massacres contre des populations civiles. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais Mende avait détecté que c'était les proches de Moïse par la géolocalisation. Là, il avait raconté des salades. Là, Mende avait raconté des salades pour des raisons. Alors, qu'est-ce qui vous fait pour des dire que raisons cette fois-ci, il a dit politiciennes. la vérité? Non, mais cette fois-ci, écoutez, c'est mon propre jugement. Très bien. J'ai vu la vidéo, Ouais. parce que maintenant là, écoutez, on peut savoir quel ordinateur a pisté, on peut calculer le nombre de pixels pour savoir dater une vidéo. Donc vous avez vu par exemple le colonel Pierrot Manapoutou, il s'est gouré en postant une vidéo de la Côte d'Ivoire, prétextant que c'était une des fausses communes Voilà. de la MONUSCO ici qui cachait tout ça. Voilà, on a retrouvé, en sachant que ça a été publié pour la première fois, on peut retrouver ça. Merci Et donc beaucoup. sur cette question de la vidéo de Mende qui a attribué à Katoumi, c'était des salades, de vraies salades. Est-ce que la vidéo, je ne dirais pas comme les politiciens là, dont auquel la vidéo là, donnant des militaires, entre guillemets, FARDC en train de tirer sur les civils, Mende avait dit ici que c'était des vidéos montées par un proche de Moïse Katumbi, il connaît même son adresse en Belgique. C'était toujours par cette technologie de géolocalisation que Mende avait localisé ça. D'abord, la géolocalisation, ce n'est même pas ça ce que les confrères venaient de dire. C'est quand on est à la recherche de quelque chose qui est perdu, qu'on utilise la géolocalisation de cette histoire-là qu'on cherche. Ce n'est pas par rapport aux vidéos. Je ne sais pas la définition qu'on donne à des Les Américains veulent frapper la base de Bachar, ils cherchent là où il y a des armes, on géolocalise. Ce téléphone, Ouais. ici, si j'envoie une vidéo et qu'on veut me localiser, si je suis sur Internet, on peut savoir que je suis à Gombe, à Place Telle, au Forestcom. On C'est vous ça la localise. géolocalisation. Il a bien C'est ça, la compris, géolocalisation. les confrères, parce que là, on cherche les confrères Isaac et non la vidéo qui est venue de quelque part pour utiliser la géolocalisation. Terminé. Ça, c'est important. Serge Kabongo, aujourd'hui, je me vois vraiment miselé. Allez-y, allez-y. Ici, C'est terminé. nous avons des choses à transmettre, à communiquer. Nous sommes devant un problème, un cas qui a fait que nos frères puissent mourir dans les Kasaï. Ok? Que ce soit les policiers, que ce soit les autres. J'ai entendu ce qu'Isaac a dit. Mais je ne sais pas, Israël plutôt, ce qu'il venait de dire. Mais il y a quelque chose. C'est comme un grand frère qui passe sur la RTNC qui vous dit que droit de l'homme, j'ai dit, mais il y a quelque chose. Les Koulouna n'ont pas signé la charte africaine des droits de l'homme. l'homme. Ça, la mission régalienne de l'État d'abord, c'est la sécurité, cher ami. Tout à fait. Quand on tue quelqu'un, d'abord la responsabilité revient à l'État. C'est pour ça que nous payons ces gens-là. Ici, dans les cas d'espèce, qui ignore, à la fin de cette rencontre, c'est tout le monde qui me regardait. Eliezer, je leur ai dit, mais à qui la responsabilité? Si mon frère est en train de vouloir blanchir le pouvoir, j'ai dit c'est le pouvoir qui est responsable, dans le sens que, vous allez voir, d'ici là, le gouvernement de Tchibal, nous sommes dans un pays où il n'y a que deux principes sur lesquels le service de renseignement se base pour faire leur enquête de loyauté, pour faire nommer les gens, que ce soit dans des entreprises publiques, là où vous entendez aujourd'hui India Omar et qui quoi, ils se sont injuriés hier, et là les services n'y vont pas, ça reste comme ça. Deux principes, c'est-à-dire, un, si Mamindou Kibato Sayo, il faut tuer ou faire tuer pour que tu sois nommé ministre. À Tchikapa, on a cité nommément par quelqu'un qu'on a arrêté, il a cité le nom de Macaire, que c'est Macaire qui leur donnait, qui aurait donné les armes à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Rien du tout. Et il a commencé. Ça, ce sont des informations Non, mais à vérifier. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser terminer, Kabo? C'est que j'ai dit ne m'engage, n'est-ce pas? Et toi, tu crois s'il y a un procès, on va te voir? On va voir, mais c'est un mot que je suis. Tranquillise-toi, calme-toi, je m'assure. Allez, c'est donc terminé. J'ajoute le deuxième élément. Oui. Et tout le monde sait que pour que tu sois membre d'un gouvernement ou mandataire, il faut soit te tuer, soit te faire tuer. C'est un principe. Le deuxième principe, il faut beaucoup injurier tous ces opposants que vous voyez sur les chaînes du pouvoir, sur la RTNC aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu passé? Parce qu'ils voient que, voilà, le pouvoir c'est demain, pour qu'on puisse me nommer, le service de renseignement ne se base que sur les injures et les tueries
je dois faire la même chose. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. C'est important, vous privez aux gens l'information qui peut sauver. Nous privons aussi aux gens de suivre l'émission qui va mais ça m'étonne, si les choses sérieuses ne vous intéressent pas. On va revenir nous sur ça. sommes là, je reviens sur Tchikaba parce que les gens meurent. On va en parler très prochainement. L'émission est terminée, madame, messieurs. C'est pas possible. Excusez-nous, on a débordé de plus de 9 minutes, donc comprenez qu'on avait commencé l'émission un peu en retard. Merci, cher Eliezer, merci aussi, cher Israël Moutala. On aurait bien voulu aborder la question des confessions religieuses qui ne réagissent que quand l'église catholique parle. Absolument. Et quand l'église catholique parle, le gouvernement dit le Congo est laïque. Mais quand c'est les autres confessions religieuses parlent, on dit qu'ils ne sont pas laïcs. C'est dommage. Ouais. Je pense que les 7 confessions religieuses qui s'alignent systématiquement derrière le gouvernement, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. 9h30 demain. J'espère que Stéphane Mazouzou sera là pour nous accompagner. Avec le même plaisir. Au revoir.